Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo interview. Aujourd'hui on accueille Quentin. Quentin travaille dans une unité de réinsertion professionnelle avec des patients victimes d'une lésion cérébrale acquise non évolutive. Quentin, je te laisse te présenter un petit peu. Je m'appelle Quentin et je suis ergothérapeute depuis 2016. Je travaille en France. Alors avec quelle population tu travailles? Dans quelle institution? Dans quel service? Alors, je travaille dans une unité de réinsertion professionnelle qui prend en charge des patients qui ont été victimes d'une lésion cérébrale acquise dite non évolutive. C'est principalement des traumatismes crâniens, mais pas que. La particularité de cette unité de réinsertion, c'est qu'elle est dans un pôle qui accueille spécifiquement des patients traumatisés crâniens, lui-même porté par un hôpital psychiatrique. Je travaille donc à l'hôpital public. Alors, l'unité en question, c'est donc une unité de réinsertion professionnelle avec la particularité d'être incluse dans un pôle qui offre une prise en charge globale du patient traumatisé crânien. Puisque le patient est accueilli dans le pôle au sortir de la phase aiguë de réanimation ou de neurochir, c'est-à-dire qu'il a une prise en charge qui commence avec un accompagnement sur l'éveil jusqu'à la réinsertion professionnelle. Il y a donc toute une phase d'hospitalisation avec de la rééducation, de la stimulation à l'éveil, éveil coma, post de coma, avec éventuellement un hôpital de jour. Et après, une fois que le patient sort d'hospitalisation, il est orienté par un médecin référent, qui est un médecin spécialiste qui va le voir régulièrement dans le pôle. Ce médecin accompagne le patient sans limite de durée, c'est-à-dire que l'accompagnement continue jusqu'à ce que le patient soit arrêté, ce qui peut ne jamais arriver, donc des accompagnements qui durent 10, 15, 20 ans, c'est le cas. Et au sein des équipes de la partie ambulatoire, le médecin peut solliciter différentes équipes. Une équipe pour la réinsertion scolaire pour les enfants, une équipe pour la réinsertion professionnelle, c'est celle dans laquelle je travaille, et une équipe pour de réinsertion sociale et familiale, ainsi que d'autres unités et d'autres équipes. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, il y a tout un tas d'unités ambulatoires qui peuvent prendre le patient avec différents professionnels dedans, et le médecin va les solliciter à différents moments, un peu une boîte à outils au niveau de l'accompagnement qui est coordonné par le médecin référent. Est-ce que tu travailles avec d'autres ergothérapeutes? Est-ce que tu travailles avec d'autres professionnels? Un peu quel est ton type d'équipe et avec qui tu collabores? Alors on travaille essentiellement avec alors on est différents corps de métier, hein, des ergothérapeutes, des assistants sociaux, des neuropsychologues, des psychologues. Et dans la partie hospitalisation, vous avez tout ce qui est les soignants, plus d'autres collègues rééducateurs, kiné, APA, ergo, ortho. Ce qui est important, c'est que dans l'unité, c'est qu'on est plus chargé d'insertion que ergothérapeute à proprement parler ou travailleur social. Comme ton institution est un petit peu particulière, elle a ses spécificités, est-ce que tu pourrais un petit peu m'en parler un peu plus pour qu'on comprenne un peu les spécificités de ton institution? Alors les spécificités de l'institution, elles reposent un petit peu sur cette structuration un petit peu originale, et pas nombreux à fonctionner comme ça, où le patient a le même référent lorsqu'il sort de l'hospitalisation jusqu'à un petit peu la fin, jusqu'à qu'il souhaite arrêter, et avec un suivi dans le même service, dans le même pôle, dès lors qu'il est sorti de la phase de coma, en fait, enfin qu'il est sorti de neurochir, puisque le coma et l'éveil de coma c'est chez nous aussi, et avec toute la phase de rééducation, c'est vraiment une filière qui a été construite autour de la lésion cérébrale et de la personne traumatisée crânienne. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le rôle important qu'a le médecin référent, puisque c'est véritablement lui qui est le pivot de la prise en charge, il est vraiment au centre de la prise en charge et il va coordonner les différentes unités, les solliciter à différents moments en fonction des besoins et des objectifs et des souhaits du patient et de ce que lui a vu, lui ou elle d'ailleurs a vu dans sa consultation. On est davantage, comme je le disais tout à l'heure, plus chargé d'insertion que ergothérapeute ou assistant social, puisque dans l'unité dans laquelle je travaille, on est deux chargés d'insertion qui sont ergothérapeutes de formation initiale, un qui est assistant social et une qui est neuropsychologue de formation initiale. Mais le patient a un seul référent et il n'est pas vu par un coup l'ergo, un coup la neuropsy, un coup l'assistant social. On est référent de nos prises en charge de nos dossiers et qu'on accompagne jusqu'au bout. Donc il n'y a pas de prise en charge au sein de l'unité par différents corps de métier. Est-ce que quand tu es arrivé dans ton poste, est-ce que tu as eu des difficultés au début? Si oui, est-ce que tu pourrais un petit peu nous en parler? Est-ce que j'ai rencontré des difficultés au début? Le trauma crânien, c'est pas forcément la population que j'avais le plus vue, ni pendant mes stages, ni pendant mes études, mais ça reste quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et donc, passer la phase d'adaptation un petit peu et de remise à niveau sur qu'est-ce que c'est que le handicap cognitif, le handicap invisible et compagnie, après, ça devient hyper intéressant.
peut-être les difficultés au début, elles sont d'ordre un petit peu organisationnel, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans un pôle où il y a quand même, déjà dans un hôpital où on est nombreux, dans un pôle où il y a quand même pas mal de professionnels, pour essayer de repérer tout le monde qui fait quoi et quels sont les rôles de différentes unités, il y a un besoin d'adaptation qui est quand même important et qui est nécessaire et qui est d'ailleurs pris en charge par la direction du pôle puisque tous les nouveaux arrivants ont 15 jours d'immersion où ils vont un petit peu voir comment ça se passe dans tous les services, où ils assistent à des consultations médicales avec la quasi-totalité des médecins, de façon à avoir dès le début une idée d'ensemble de comment ça fonctionne au sein du pôle et comment s'articulent différentes unités en fonction des différentes temporalités, sachant qu'il n'y a pas de parcours linéaire, il n'y a pas de parcours type. On ne sollicite pas systématiquement au même moment l'unité de réinsertion professionnelle, comme il n'y a pas systématiquement d'hôpital de jour après l'hospitalisation complète. Voilà, ce sont des parcours qui sont en fonction des patients, de ce qu'ils souhaitent, de leur famille, et puis de la multitude d'expressions que peut avoir le handicap cognitif ou les troubles cognitifs. Il n'y a pas deux patients qui ont la même histoire, il n'y a pas deux patients qui ont les mêmes troubles. Est-ce que tu as dû te former pour compléter les 3 années d'études d'ergothérapie? En plus de mes 3 années d'ergo, alors j'ai fait quelques formations en lien avec des spécificités plutôt sur les notions de positionnement, parce qu'on avait quelques patients qui avaient du handicap moteur associé, mais peu. Et puis on a des formations en lien, alors plus avec la psychiatrie, même si on ne prend pas à proprement parler des patients qui ont des troubles psychiatriques, on reste quand même un pôle et des agents d'un hôpital public qui est un hôpital psychiatrique, et donc il y a ce besoin quand même d'avoir des formations complémentaires à des spécificités de la psychiatrie. Par exemple, il y a des formations qui sont organisées sur la gestion de la crise suicidaire, ce genre de choses, et c'est toujours intéressant de les faire en interne pour avoir quand même, pas être complètement coupé de nos collègues des pôles de psychiatrie sur lesquels on peut être amené à intervenir de façon à la discrétion de la direction des soins pour des remplacements ou des choses comme ça. Bon, pour l'instant, c'est pas beaucoup arrivé, mais ça peut et ça se fait pour d'autres corps de métier. Donc il y a ce besoin quand même de rester un petit peu au goût du jour avec des notions de psychiatrie. Et du coup, par rapport à ces formations, est-ce que tu en conseilles des spécifiques? Est-ce que tu en connais? Est-ce que je conseillerais des formations Alors, tout ce qui est les troubles cognitifs et le handicap cognitif, normalement, c'est vu pendant les études. Alors après, c'est vrai que s'il y a des formations complémentaires qui peuvent être faites pour des personnes qui veulent travailler avec les traumas crâniens, c'est toujours intéressant. Je ne sais pas s'il existe des formations spécifiques à la réinsertion professionnelle pour sensibiliser les collègues aux différents intervenants, aux différentes structures, à la législation en vigueur. Je ne crois pas que ça existe, mais je me trompe peut-être. Si ça existe, tant mieux, ce serait bien. Mais là-dessus, je ne sais pas. On va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail? En fait, qu'est-ce que tu fais au sein de ton institution de réinsertion professionnelle? Et bien, du coup, dans l'unité, on va prendre en charge donc, des patients dès lors qu'il y a eu la consultation médicale. Je l'ai dit plusieurs fois. Il y a le médecin va nous orienter le patient après la consultation. Il nous fait un courrier en fait et on se le répartit entre les différents chargés d'insertion, soit parce que dans le courrier, il y a déjà des éléments qui font plus nécessiter la prise en charge par un ergo, j'en sais rien, ça peut être un besoin d'aménagement de poste par exemple, ou tout simplement la répartition elle va se faire en fonction de qui a de la place et qui est un peu le moins chargé en ce moment. Puisque comme on a des prises en charge qui ne s'arrêtent pas, certains vont être en sommeil, c'est-à-dire on a des contacts très ponctuels, une fois tous les 3 mois par téléphone pour voir si tout va bien. Et puis des fois, ces prises en charge vont pouvoir se réactiver et donc on va être un peu chargé. Donc c'est ça aussi qui joue dans la répartition des orientations. Donc on rencontre le patient une première fois, en règle générale à nos bureaux, mais ça peut être au domicile du patient par exemple, et on fait le point un petit peu, sachant que la consultation médicale est déjà un petit peu déblayée, voir quel va être notre accompagnement en fonction du projet du patient. Le projet sera évidemment pas le même si c'est un retour à l'emploi où il va avoir discuté d'un aménagement du poste de travail, donc peut-être une fait d'accompagner dans une demande de temps partiel thérapeutique, solliciter le médecin du travail, les services de santé au travail, les anciens SAMET, les axes maintien dans l'emploi aujourd'hui de Cap Emploi, tous ces aspects-là, que pour une personne qui va rentrer en formation, où on va pouvoir accompagner dans une entrée en CRP par exemple, faire le lien avec l'équipe du CRP, ou une formation de droit commun, un BTS classique, on sait rien, un titre pro à l'AFPA, ou une entrée en ESAT. Bon, ça va dépendre véritablement du projet, mais de façon générale, on a cette mission de mettre un petit peu de l'huile dans les rouages, c'est-à-dire d'accompagner quand même le champ du handicap médico-administratif et en lien avec l'emploi, c'est quand même un champ qui est un peu compliqué, ça peut être un peu compliqué de s'y retrouver, et donc il y a ce rôle-là d'accompagner les patients et de les aiguiller vers les bons interlocuteurs et les bons partenaires, de travailler avec ces partenaires à la mise en place de projets, parce que les partenaires en fait ils ont leur spécificité, Cap Emploi il a sa spécificité de service public de l'emploi,
mais il n'a pas forcément la spécificité en lien avec le trauma crânien. Pareil pour les médecins du travail. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la mise en rythme de ces différentes personnes de façon à proposer un accompagnement efficace. Et donc, on est complémentaires et on ajoute de la connaissance sur la lésion cérébrale, sur de la compensation. Et donc, on a ce gros travail-là de sensibilisation, d'échange et de participer au projet avec les partenaires plus classiques de l'emploi et de la réinsertion. Il y a également toutes des missions et d'accompagnement des familles. C'est essentiel, les familles, surtout lorsqu'on est après un trauma crânien où il y a quand même des remises en cause de la personnalité, du caractère qui peuvent apparaître. Et donc ça, c'est fondamental de travailler avec les proches. Et puis sur le patient lui-même, puisqu'on les accompagne dans de la mise en place de moyens de compensation, dans des conseils d'épargne cognitive, de gestion de la fatigabilité et dans la prise en compte de leurs difficultés. On a beaucoup de patients qui présentent des prises en compte très partielles de leurs séquelles, c'est la nosognosie. Et il y a besoin de ce travail qui est long, d'accompagnement pour aider petit à petit à favoriser la prise de conscience des difficultés et ce dont ces difficultés vont créer comme nécessaire aménagement ou compensation dans le quotidien. Et ça, ce sont des travaux qui sont de longue haleine. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ton travail en tant qu'ergo et est-ce que oui ou non tu as une séance type avec tes patients? On est vraiment, nous, un boulot d'ergo à la lisière entre de la réadapte, de la remédiation cognitive et de la réinsertion. Et c'est ça qui est hyper intéressant à la réinsertion, c'est que c'est très riche puisque c'est un peu à la confluence entre différentes disciplines et différents corps de métier. Comme je disais, il n'y a pas de séance type à proprement parler puisque les accompagnements, ça peut se faire dans le cadre d'entretien, ça peut être des visites sur poste, ça peut être des accompagnements au rendez-vous au Cap Emploi, on y va avec eux, on fait des réunions tripartites pour faire le point sur les projets, pour bien cadrer un petit peu une immersion à telle date, qui fait la demande, on fait un bilan avec l'entreprise où le patient va aller en stage, tous ces éléments-là, on va solliciter tel ou tel partenaire pour monter des dossiers de financement avec la GFIP et les accompagner. Il y a tous ces c'est pas, voilà, et ça peut être ça peut être un rendez-vous à la médecine du travail, ça peut être passer une demi-journée avec le patient sur son poste de travail à proprement parler, derrière sa machine si c'est un ouvrier, pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire en termes de compensation, et pour se rendre compte de sa réalité de terrain et de ce qu'il vit sur son lieu de travail pour être au plus proche en tout cas dans les compensations. Donc il n'y a pas de séance type, puisqu'on n'a pas de type de handicap identique. Est-ce que tu pourrais un petit peu me développer la notion de collaboration au sein de ton institution? Est-ce que c'est plus du du transdisciplinaire? La transdisciplinarité, elle est dans les relations avec les autres, avec les partenaires. Comme je disais, vu qu'on est quand même référent de nos prises en charge, alors à part des patients qui peuvent être pris en charge par différentes unités, dans ce cas-là on collabore, et puis en lien avec le médecin référent, qui comme je disais reste le pivot, donc il y a cette grosse collaboration en charge d'insertion médecin, ça c'est essentiel. Sinon après, le travail en collaboration, il est principalement avec les équipes des centres de formation, des CRP, des ESAT, des services de santé au travail, du SPE et compagnie. Si tu devais dire quelque chose à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce type d'institution en réinsertion professionnelle, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Un ergo qui voudrait se lancer en réinsertion pro, je dirais que c'est vas-y fonce parce que c'est hyper intéressant, c'est hyper riche, on apprend toujours plein de trucs. Il y a un besoin de se former, de rester un petit peu au goût du jour parce que les dispositifs de finance ou d'aménagement des postes de travail ou de compensation, que ce soit la GFIP ou la FIP-HFP, sont en perpétuelle évolution, parce que c'est le gouvernement qui peut modifier un certain nombre de choses. Donc il y a toujours beaucoup de choses qui changent, c'est intéressant. On se rend compte qu'on a une plus-value et un rôle hyper important en tant qu'ergo dans ces éléments de réinsertion, pour aller expliquer les difficultés, pour sensibiliser et pour en même temps faire ce travail un petit peu de réadapte auprès du patient pour la prise en compte des difficultés. Et c'est cette double casquette, ce double travail qui permet, dans la mesure du possible, de faire en sorte que des patients qui ont eu des traumas hyper graves, avec des handicaps majeurs, qui sont pourtant des handicaps invisibles, pour la majorité d'entre eux, ils ne boitent pas, ils ne sont pas en fauteuil, donc ça ne se voit pas sur leur tête qu'ils ont eu un trauma crânien. Pourtant, la fatigabilité, les syndromes dysexécutifs, les troubles des fonctions exécutives, le défaut de planif, de flexibilité, c'est des éléments qui sont essentiels et qui vont perturber fondamentalement le quotidien et de façon souvent importante. Et il y a, lorsque certains arrivent, qu'on arrive à les maintenir soit sur poste, soit à leur faire accéder à une formation ou un emploi après, mais c'est hyper gratifiant de voir comment la mise en musique de tous ces professionnels-là a pu permettre de répondre à un besoin de santé publique et à une problématique fondamentale, celle de la réinsertion du patient. D'autant plus que la question professionnelle, quand même, est quelque chose d'extrêmement véhiculé dans nos sociétés actuelles. On peut ne pas s'en réjouir
Et bon, c'est comme ça, pas trop le choix de faire avec. Et donc, le travail est quelque chose qui a une forte valeur sociale, et donc c'est quelque chose qui a beaucoup d'enjeux pour les patients, et donc ce besoin d'accompagnement il est d'autant plus prégnant que c'est un enjeu social et personnel hyper important pour nos patients. Un mot de la fin, et bien je merci pour donner l'occasion d'évoquer brièvement la réinsertion pro et le travail auprès des traumas crâniens, qui reste quelque chose d'hyper riche, d'hyper intéressant, d'hyper stimulant également pour soi, j'entends en tant que professionnel. Ça fait 4 ans et demi que je fais ça, je n'ai pas l'impression de m'ennuyer, et je trouve que c'est quelque chose de très motivant en termes de développement personnel et de développement professionnel. Merci. Encore une fois, je voulais dire un grand merci à Quentin parce que c'est vrai qu'on a découvert un type d'institution un petit peu particulier et je trouve que le concept de réinsertion professionnelle c'est quelque chose de très intéressant. On en entend plus ou moins parler selon les écoles, les cours qu'on a, donc encore merci Quentin pour toutes ces précisions. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à cette chaîne si vous voulez plus d'interviews un peu plus variées. Et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vos questions. Je pense que si vous avez des questions pour Quentin, je lui transmettrai et il y répondra avec plaisir. Et moi de même, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok, c'est le même arrobase, Claire's Mind. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, on se voit à la prochaine. Salut!